Mesdames et messieurs, après Galilée, Newton, probablement un des plus grands savants, des tout plus grands de l'ère moderne, et qui a révolutionné la science au point de lui donner ses assises et son orientation pour 2 siècles. Mais ce n'est bien sûr pas moi qui vais vous en parler. C'est notre collègue, André Médère, professeur honoraire au département d'astronomie de notre université de Genève. Il a dirigé l'observatoire pendant de nombreuses années et il nous fait la gentillesse de venir aujourd'hui partager sa science avec nous à propos de Newton et l'observation du monde. Et comme à l'accoutumée, normalement Georges Ménet était là, il est empêché. Donc comme à l'accoutumée, après la présentation et la petite pause, eh bien j'échangerai, nous dialoguerons, André Médère et moi-même, puis nous élargirons au public et à la salle. Tout de suite, la parole à André Médère. Eh bien, merci, Monsieur Waterloo. Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est un grand plaisir pour moi de vous parler de Newton, parce qu'il y a des choses absolument fascinantes. Et... pardon. Voilà. Donc, voilà le fameux pommier, sans les feuilles. Newton est né en 1642. Il a eu une enfance assez peu heureuse. Son père était mort et sa mère s'est remariée avec un révérend qui n'ont pas voulu prendre le petit enfant qui a été élevé par sa grand-mère. Ça ne l'a pas empêché de faire de très bonnes études, au niveau secondaire notamment, où il étudiait le grec, le latin, les mathématiques. Et Newton était aussi un grand bricoleur, ce qui lui a beaucoup servi quand il a fait des travaux en optique. Il est entré à Trinity College à Cambridge, qui est le plus fameux des collèges de Cambridge, en 1661. Et là, c'était encore un établissement un peu poussiéreux, qui était dans la tradition scolastique. On enseignait la physique d'Aristote et des choses comme ça. Mais lui-même avait un intérêt très profond pour les mathématiques et la philosophie naturelle. La philosophie naturelle, c'est ce qu'on appelait, c'était la science. Il a pris connaissance de la théorie de Descartes. Certains des fellows étaient au courant. Et cette théorie, illustrée par le petit dessin ici, suppose qu'il y a qu'un système comme le système solaire est pris dans un grand tourbillon, puis qu'il y a un autre tourbillon autour de Jupiter, puis un autre tourbillon autour d'étoiles voisines. Mais cette théorie n'a aucun fondement mathématique et très vite, Newton s'est rendu compte que ça ne conduisait pas loin. En 1665-66, il y a eu une peste à Cambridge et Newton s'est retiré dans la maison qu'avait sa mère et qu'elle lui avait laissée. Et c'est là qu'il a eu les premières idées sur la gravitation. Et ces 2 années passées dans cette maison, eh bien, ont été d'une richesse incroyable pour lui. Je vous cite un petit extrait des souvenirs de la vie d'Isaac Newton qui ont été rédigés par William Stuckley. Lisons-le ensemble. Après le dîner, le temps était chaud. Nous allâmes dans le jardin et nous bûmes du thé à l'ombre de quelques pommiers, seulement lui et moi. Dans le cours de la conversation, il me dit qu'il se trouvait juste dans la même situation que lorsqu'autrefois la notion de gravitation lui vint à l'esprit. Pourquoi cette pomme devrait-elle toujours descendre perpendiculairement au sol, pensa-t-il, pour lui à l'occasion de la chute d'une pomme, alors qu'il était d'humeur contemplative. Pourquoi n'irait-elle pas de côté ou en haut, mais constamment vers le centre de la Terre? Assurément, la raison est que la Terre l'attire. Il doit y avoir une puissance attirante dans la matière. Et la somme de la puissance attirante dans la matière de la Terre doit se trouver au centre de la Terre, pas sur un des côtés de celle-ci. C'est pourquoi cette pomme tombe perpendiculairement ou vers le centre de la Terre.
Si la matière attire donc la matière, cela doit être en proportion de sa quantité. C'est pourquoi la pomme attire la terre, comme la terre attire la pomme. Voilà un petit peu relaté l'histoire de la pomme à laquelle personne n'échappe, mais on va quand même passer aux choses un petit peu plus sérieuses. Regardons l'histoire de la Lune, parce que Newton a comparé la chute de la pomme avec le mouvement de la Lune. Et comme l'a écrit Paul Valéry, il fallait être Newton pour apercevoir que la Lune tombe quand tout le monde voit bien qu'elle ne tombe pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Considérez sur ce dessin le mouvement de la Lune qui se trouve au point A, la Terre est au centre. Au point A, s'il n'y avait pas l'attraction de la Terre sur la Lune qui l'a fait se rapprocher, tomber en quelque sorte, eh bien, la Lune irait tout droit selon le petit vecteur L. Elle filerait tout droit si, à un moment donné, il n'y avait pas d'attraction terrestre. Et l'attraction terrestre fait une composante Y qui fait descendre la Lune. Et le raisonnement que Newton a fait, c'est dit, quel est le mouvement de la Lune en 1 seconde? C'était facile à calculer, on connaît l'orbite, le périmètre complet fait 2 pierres, et puis elle met 28 jours, donc il a vu qu'en 1 seconde, la Lune faisait 1024 mètres sur son orbite. Et le petit raisonnement qu'il a fait est très simple. Considérez le triangle ADB, le petit triangle là, qui a un côté Y, AD, c'est Y aussi, eh bien, il est semblable au triangle DBC. Qu'est-ce que ça veut dire, les triangles semblables? Ça veut dire qu'ils ont les mêmes angles intérieurs. Newton était un fin géomètre. La géométrie était une branche fondamentale. Et ses raisonnements ont très souvent été de nature géométrique. Donc ces 2 triangles sont semblables. Le grand triangle, on le connaît bien. Le rayon de l'orbite lunaire est 384 000 km. Donc il pouvait connaître la distance L, on la connaît, 1024. Et puis, connaissant 1024, comme les triangles sont semblables, on pouvait en déduire la petite valeur de Y. Eh bien, c'est 1,37 mm. Quand la Lune avance de 1024 mètres tout droit, elle tombe de 1,37 mm. Bon, très bien ça. Mais la Lune est 60 fois plus loin du centre de la Terre que la surface de la Terre. 384 000 divisé par 6400, ça fait environ 60. Donc, si l'attraction est en 1 sur r carré, eh bien, 60 fois 60, ça fait 3600. Ça veut dire que sur Terre, une pomme devrait tomber de 3600 fois 1,37 mm en 1 seconde. C'est 4,9 mètres. Et puis, il se trouve que c'est exactement la valeur, la distance que parcourt en 1 seconde une pomme qui tombe. Donc, c'était bien en accord. Il y avait bien accord avec la Lune qui tombe de 1,37 mm et la pomme qui tombe sur Terre de 4,9 mètres en 1 seconde. Simplement, la Lune est 60 fois plus loin et la chute est beaucoup plus faible. C'était tout à fait en ordre avec une loi en 1 sur r carré. Voilà, on ne fera pas d'autres raisonnements mathématiques dans cette conférence, mais je voulais quand même vous montrer ça, c'est absolument magnifique. Et Newton a écrit, et la même année, je commençais à me demander si la gravité ne s'étendait pas jusqu'à l'orbite de la Lune. Et c'est le petit calcul qu'on vient de faire qu'il a vérifié. Et il continue, la comparaison de la force capable de maintenir la Lune sur son orbite, autrement elle filait tout droit dans l'espace, la comparaison de la force capable de maintenir la Lune sur son orbite avec la gravité avec la surface de la Terre me montra que l'accord était bon. Et c'est quelque chose de tout à fait remarquable
Vous pourrez regarder ce dessin à loisir si vous voulez l'étudier un peu plus, mais c'était un résultat absolument magnifique. On avait les scientifiques de l'époque avaient déduit la loi en 1 sur r carré. Elle ne fut démontrée que plus tard dans les Principia par Newton, mais on pouvait la dériver assez facilement des lois, de la troisième loi de Kepler, qui dit que le cube des demi-grands axes des orbites est proportionnel au carré des périodes. Mais n'entrons pas plus dans les détails. Ce qui est très important, c'est que jusqu'à ce que Newton fasse ce raisonnement-là, le monde céleste et le monde terrestre étaient complètement séparés. C'était deux choses différentes. Et ce calcul-là, eh bien, reliait ce qui se passe au sol sur Terre avec ce qui se passe dans le ciel. Et donc, faisant ceci, et c'est pour ça que je vous ai montré ce petit calcul, parce qu'il est d'une simplicité merveilleuse, et il montre bien qu'il y a unification des phénomènes terrestres, tels la chute des corps, avec le mouvement des corps célestes. C'est quelque chose de tout à fait remarquable. Ce qui se passe sur Terre, c'est aussi valable dans le ciel et réciproquement. Alors là, Newton était dans son manoir et il a attendu plus de 20 ans avant de publier de ça. Les philosophes sont beaucoup penchés sur la question de savoir pourquoi Newton avait attendu autant. Est-ce que le rayon de la Terre, il n'était pas bien connu? Est-ce qu'il avait probablement une difficulté à mettre toute l'attraction au centre de la Terre? Est-ce que chaque partie de la Terre n'attirait pas un peu différemment? Mais c'est pour ça qu'on pense qu'il a attendu. Pendant tous les années qui ont suivi, Newton a fait beaucoup de travaux en mathématiques, en optique, en théologie et même en alchimie. Les biographes ont souvent occulté ce que Newton avait fait en alchimie parce que ce n'est pas une science très respectable. Mais dans la vision de Newton, il était profondément croyant et il croyait en la sagesse divine. Et ça le motivait pour étudier les processus selon lesquels Dieu, pensait-il, avait créé le monde. Il y a eu un grand virage dans sa carrière en 1684, à une séance de la Royal Society, où il ne se trouvait pas d'ailleurs. Vren, qui était l'architecte de Londres, promet une récompense importante à qui démontrera les 3 lois de Kepler à partir d'une loi de la gravitation en 1 sur r carré. L'astronome Halley, celui de la comète, eh bien, rendait visite un jour à Newton et il lui parle de cette promesse de Vren et il lui dit, il pose la question à Newton, quelle trajectoire aurait un corps soumis à une loi en 1 sur r carré? La réponse sort immédiatement. Newton dit une ellipse. Vous savez que les orbites des planètes sont des ellipses. Il répond immédiatement ça. Alors, Halley lui demande la démonstration. Newton va brasser ses papiers. Il devait l'avoir, mais il ne voulait pas le montrer. Il aimait bien présenter les choses tout à fait au point. Il lui a quand même envoyé le document 15 jours après, mais à partir de ce jour-là, Newton s'est mis avec acharnement à l'étude de la gravitation et de la mécanique, alors qu'il étudiait de très vastes sujets auparavant, notamment la théorie des couleurs, de la lumière. Il avait fait des choses absolument magnifiques, montrant que la lumière blanche du Soleil se décomposait en arc-en-ciel lors du passage dans un prisme, et réciproquement, si on recomposait l'arc-en-ciel, ça redonnait de la lumière blanche. C'était des expériences magnifiques. Et donc, tout ce travail de Newton a débouché sur la publication en 1687 des Principia. Et il y a une phrase que j'ai mis là, le tableau de la première page, une phrase que j'ai mis là, qui résume un petit peu l'impression générale de Newton dans ce travail, sur les planètes, sur la mécanique, etc. Il dit « Comparer et ajuster
Toutes ces choses, c'est-à-dire tous ces mouvements de corps célestes, dans une si grande variété, demandent une cause qui ne soit ni aveugle, ni fortuite, mais très douée en mécanique et en géométrie, comme s'il y avait eu un grand ingénieur qui avait fait que l'univers, c'est-à-dire pour l'instant le système solaire, fonctionnait selon des lois bien précises de la géométrie, etc. Les Principia sont une œuvre parmi les plus importantes de la littérature scientifique. Elles ont marqué leur époque de manière absolument incroyable. C'était écrit en latin. La traduction anglaise n'est venue qu'en 1729, donc ça c'était 1687. La traduction française a été faite par la marquise du Châtelet, qui était une amie de Voltaire, parce que Voltaire était un grand admirateur de Newton, mais elle n'est sortie qu'en 1756. Alors, il y a ces trois lois de la mécanique, on ne va pas s'étendre trop là-dessus, mais l'une, c'est essentiellement la première, le principe d'inertie, un corps non soumis à une force continue dans l'état où il se trouve. Il y avait une différence quand même importante par rapport à ce que Galilée avait trouvé. Le principe d'inertie avait déjà été établi par Galilée, mais Galilée considérait que si la trajectoire n'est pas rectiligne, il n'y avait pas nécessairement une accélération. Or, Newton précise bien que c'est une trajectoire rectiligne. Dès qu'une trajectoire est courbe, il y a nécessairement une force qui doit intervenir. La deuxième loi, c'est que les changements de mouvement, c'est-à-dire l'accélération, dépendent de la force. C'est le fameux F égale ma qui est enseigné au collège depuis des siècles. Et puis la troisième loi, c'est l'action et la réaction. Et la gravitation intervenait dans des propositions diverses. C'est un gros livre, d'aspect un peu rébarbatif quand même, parce qu'il n'utilise pas les approches qu'on a aujourd'hui. Mais l'impact de ce travail fut absolument énorme. Il expliquait les mouvements des planètes, les trois lois de Kepler, les orbites elliptiques, la loi des airs, la proportionnalité entre les distances et les périodes, les mouvements des comètes, qui avaient toujours été une énigme. Les comètes ne suivaient pas les orbites planétaires, elles venaient du fond de l'univers, passaient, repartaient, etc. Le système de Jupiter, avec ses satellites, pouvait aussi être expliqué comme ça. L'aplatissement de la Terre, il avait pu démontrer l'aplatissement de la Terre, parce que si la Terre tourne rapidement, eh bien, elle s'élargit un peu plus à l'équateur qu'au pôle, et donc il y a le rayon équatorial fait 20 km de plus que le rayon polaire. Hein. Le Mississippi, aux États-Unis, en coulant du nord au sud, il s'éloigne du centre de la Terre de près de 20 km. La précession des équinoxes, ce grand mouvement que possède l'axe polaire de la Terre et qui est responsable de fluctuations climatiques importantes, avec une période de 26 000 ans. Et puis, les marées. Newton a expliqué, est le premier à avoir expliqué les marées. Il y avait un nombre de choses absolument considérables. Et puis, il y a eu des travaux qui ont suivi, des grands mathématiciens, Léonard Euler, Lagrange, Laplace, en particulier. Laplace avait fait un traité de mécanique céleste en 5 volumes, où il expliquait vraiment toutes les particularités du système solaire avec, vous savez, l'orbite des planètes elliptiques, c'est bien simple, mais il y a les interactions des planètes. Quand Jupiter passe, eh bien, les trajectoires des autres planètes sont perturbées. Tout ceci était minutieusement expliqué. Et on raconte que Laplace, qui présentait à Napoléon son système du monde, Napoléon était émerveillé, il avait dit, mais c'est magnifique tout ça, et Dieu dans tout ça. Et Laplace avait répondu, Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. C'est bien connu. Newton, du point de vue philosophique, considérait en somme que Dieu est l'auteur de 2 livres.
un, la Bible, et puis l'autre, le livre de la nature. Et il considérait, lui, que les lois mathématiques que lui-même avait trouvées étaient celles par lesquelles Dieu faisait fonctionner le monde, et que sa mission à lui, Newton, était de trouver ces lois et de les transmettre. Il était très, très profondément convaincu de cela. Alors il a mis tout en place un système mécanique qui a dominé la science jusqu'à Einstein et qui continue encore à expliquer l'essentiel des mouvements de notre vie quotidienne. Il y a une histoire intéressante. À Londres, il y avait un jeune révérend, Richard Bentley, qui était un brillant intellectuel. Il est considéré comme le père de la philologie historique, c'est-à-dire la possibilité de dater des textes anciens par l'étude du vocabulaire particulier. C'était un maître, il avait fait des travaux absolument remarquables. Et il avait été choisi pour présenter des grandes lectures, un peu comme nos colloques Wright ou quelque chose comme ça, à Londres. Et son idée, à Bentley, c'était de montrer que les sciences naturelles requièrent l'existence d'un créateur. Et il s'était adressé à Newton pour lui poser quelques questions complémentaires. Et Bentley avait travaillé les mathématiques, il avait étudié les Principia. Newton, très sérieusement, lui avait préparé quelques cours même pour qu'il puisse répondre correctement. Mais ce révérend Bentley était un personnage haut en couleur. Il avait fait beaucoup de dépenses pour l'Institut, un observatoire, d'une bibliothèque. Il avait aussi soigné particulièrement ses appartements, etc. Et avait fait beaucoup trop de dépenses. Donc il avait coupé un peu le salaire de ses collègues puis pour augmenter le sien, en plus. Et on peut remarquer qu'il était à cet égard très moderne dans son approche. Et ses collègues l'ont attaqué devant l'évêque duquel dépendait Trinity College. Et il a réussi par toutes sortes de manœuvres à retarder le procès qu'on allait lui faire. Et puis l'évêque avait décidé de démettre Bentley de sa fonction de master de Trinity College, ce qui est quand même une fonction très importante, de le démettre et de le condamner. Et la nuit qui précédait la condamnation, l'évêque est mort. Et puis le jour d'après, la reine Anne est morte. Donc tout est tombé, l'administration a changé, et Bentley a vu là la preuve d'une intervention divine. Et il a réaugmenté son salaire, étant si bien soutenu. Alors, il a posé des questions à Newton, qui a répondu en 4 lettres, ces questions. Et ces questions sont très importantes parce qu'elles sortent un peu des aspects techniques simplement de la mécanique newtonienne pour discuter un peu l'origine du monde, etc. Et c'est pour ça que je vous en parle. Un grand cosmologiste américain a dit que les 4 lettres de Newton à Bentley se rangeaient dans les documents les plus importants de l'histoire de la cosmologie. Alors la première question, grande question que Bentley a posée à Newton, et c'est important parce que Newton a reconnu qu'il n'avait pas réfléchi à ces choses-là et que les questions de Bentley le poussaient un peu plus loin. Il lui a dit, en gros, c'est bien joli, là, cette loi de gravitation qui attire tout, mais en fait, pourquoi est-ce que toute la matière de l'univers ne s'est pas mise en un gros paquet, hein? Et Newton a reconnu qu'il ne s'était pas préoccupé de ça. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que Einstein, en 1916, retrouvera le même problème quand il établit son équation de la relativité générale, l'univers tombait dessus. Et c'est pour ça qu'il avait introduit cette fameuse constante cosmologique dont nous reparlerons la semaine prochaine. Donc c'était un problème vraiment sérieux.
Alors, la réponse de Newton est très intéressante. Il commence par dire que si l'univers était fini, ben, effectivement, toute la matière aurait dû tomber. Mais, ajoute-t-il, je vous donne la traduction, mais si la matière était également diffusée à travers un espace infini, elle ne se rassemblerait jamais en une masse, mais quelque matière se rassemblerait en une masse et quelque autre d'une autre façon, de façon à faire un nombre infini de grandes masses dispersées à grande distance les unes des autres à travers tout cet espace infini. Et c'est ainsi que le Soleil et les étoiles fixes pourraient s'être formés en supposant que la matière fût d'une nature lumineuse. Donc il relie le fait que tout ne soit pas mis en un gros paquet, il le relie au caractère infini de l'univers. Et ça, depuis Newton jusqu'à Einstein, on a considéré, et de nouveau aujourd'hui, que l'univers était infini. C'était un argument très fort. Tout au cours de l'histoire, je vous montre très rapidement, les scientifiques ont basculé. Vous avez sur l'axe en bas, c'est les années, moins 400, 0, l'an 1000, 1600, et puis le présent. Les scientifiques de chaque époque ont oscillé entre l'idée d'un univers infini et fini. Si on reprend l'Antiquité, très brièvement, on pourrait passer 2 heures rien qu'à discuter de ça. Mais en gros, les épicuriens, Archytas, qui avait été le maître de Platon en philosophie, Épicure, Lucrèce, qui était un épicurien, eux voyaient un univers infini, alors que les philosophes grecs, Pythagore, Euclide, etc., étaient beaucoup plus proches d'une vision d'un univers fini. Dans la période à la Renaissance, il y a eu quelques voix, dont Giordano Bruno, qui était un épicurien, qui voyait un univers infini. Descartes aussi. Newton avait commencé par préférer un univers fini, mais suite à ce raisonnement, il avait basculé sur le côté infini. Tandis que les astronomes plus classiques, Copernic, Tycho Brahe, Kepler, Galilée, eux se rangeaient dans un univers fini. On a rebasculé à l'univers fini avec Einstein pendant une quinzaine d'années pour revenir par la suite. On en reparlera de ceci plus loin. Mais vous voyez que ce basculement est dans toutes ces considérations, celles de Newton ont été très importantes. On pourrait discuter la question suivante mathématiquement, mais ce n'est pas l'objectif. Bentley posait encore une question très pointue. Il dit, dans un espace fini, rempli de matière diffuse, le point central, il va être attiré de chaque côté et il ne devrait pas subir de déplacement. Il devrait être attiré la même chose de chaque côté. Et si l'espace est infini, eh bien, de chaque côté, chaque étoile, elle a autant de matière infinie, à gauche, à droite, au-dessus, au-dessous, de chaque côté. Donc, l'univers devrait être statique. Voilà, les infinis devraient s'équilibrer. C'est ce que Bentley pensait, et il posait sous forme de question à Newton. Puis Newton, qui était un remarquable mathématicien, lui a fait remarquer qu'il y avait une erreur mathématique énorme faite là-dedans et qui est très fréquente, c'est que les infinis ne sont jamais égaux. Infini moins infini, ça ne fait pas 0. Ça fait n'importe quoi. Et donc, ces infinis ne pouvaient jamais s'équilibrer. Et c'est pour ça que Newton est en quelque sorte le père de l'instabilité gravitationnelle. Dans l'univers, la gravitation, elle peut jamais s'équilibrer complètement partout. Et donc, les objets se condensent. Il ajoute ici, car bien que l'univers soit infini, les étoiles fixes ne pourraient pas être fixes. Ce qu'on appelle étoiles fixes par rapport aux planètes. Les étoiles fixes ne pourraient pas être fixes, mais se rassembleraient pour former des systèmes.
Alors, dans la deuxième édition des Principia, on lui a fait remarquer que ça ne se mettait quand même pas autant au paquet qu'on le voulait. Il a dit, oui, mais les distances sont énormes, donc ça prend beaucoup de temps. Donc cette conclusion n'était pas très solide, mais l'image d'un univers infini et statique est quand même demeurée. Ce qui est très intéressant, c'est que Newton, par ses réflexions, stimulées par Bentley, relie la distribution des étoiles au caractère infini de l'univers, ça on l'a vu. L'univers est infini. Et il y a une autre chose qui est très intéressante, qui est sous-jacente à tout ceci, c'est que l'univers n'a pas toujours été le même. Donc l'idée d'évolution, que l'univers a dû changer, et que c'est la gravitation qui est responsable de ces changements. Et d'autres, notamment, il y a dans d'autres questions de Bentley, que c'est là, les étoiles vont se former par condensation de gaz diffus. Et c'est la vérité. Donc Newton est en quelque sorte un peu certains l'ont reconnu, certains astrophysiciens, notamment Časlav, que c'était Newton qui avait le premier jeté les germes de la formation des structures et des galaxies. Le grand mystère, le plus gros problème que Newton a rencontré, c'était l'histoire de l'action à distance. Vous avez cette gravitation universelle, les corps s'attirent, mais qu'est-ce qu'il y a entre ces corps? Comment est-ce qu'il peut y avoir une interaction? Descartes, lui, voyait des tourbillons, donc il y avait une espèce de gaz ou de matière qui entraînait un peu tout. Donc, sans que ce soit bien précisé, il y avait au moins quelque chose. Et Bentley a demandé à Newton pourquoi la gravitation agissait à une certaine distance. Alors, une des réponses de Newton dit d'abord, la gravité doit être causée par un agent agissant constamment selon certaines lois, les lois qu'il avait trouvées, mais savoir si cet agent est matériel ou immatériel est une question que j'ai laissée à la considération de mes lecteurs. Il ne savait pas. Il ne savait pas, et personne ne savait, mais il était très prudent en n'affirmant rien, disant est-ce qu'il y a quelle est la nature de cette force, qu'est-ce qu'il l'a fait, etc. Donc là, il a été d'une prudence remarquable. Et Bentley avait parlé, dans une des lettres, il avait parlé de innate gravité, la gravité innée. Et puis Newton lui répond, dans la deuxième lettre, « Pray, do not ascribe that notion to me, for the cause of gravity is what I do not pretend to know. » S'il vous plaît, ne m'attribuez pas l'idée que la gravité est innée à la matière, car je ne connais pas la cause de la gravité. Alors, simplement, Newton ne voulait pas être coincé parce qu'il y avait pas mal de critiques. Il est prudent, il dit que ce serait une absurdité de dire qu'il n'y a rien. Et le mot gravité innée aurait impliqué, selon certaines études qui ont été faites, aurait impliqué qu'il n'y a aucun processus physique. Et ça, Newton le refusait. Il devait y avoir quelque chose de physique qui agit, mais il ne savait pas. Et là, on peut vraiment admirer, malgré la difficulté que cela représentait, de ne pas avoir voulu faire une proposition plus précise. Les critiques ont été nombreuses, surtout sur le continent, car Newton était en complète contradiction avec Descartes, et ça a passablement retardé la diffusion de la théorie newtonienne sur le continent. Je vous ai dit que la marquise du Châtelet a fait... Voltaire a beaucoup favorisé la diffusion de la mécanique de Newton. Il a fait un ouvrage sur Newton en 1930 qui a été un best-seller, on peut dire, et où il a vraiment favorisé Newton. Et une amie de Newton
Newton n'avait guère d'amis, une amie de Voltaire on a fait la traduction, mais en 1756, c'est-à-dire près de 3/4 de siècle après les Principia. L'énigme de l'action à distance a été résolue par Einstein, nous le verrons la semaine prochaine, c'est en fait l'espace-temps même, au voisinage d'une masse, est déformé, il est courbé par la présence de matière, et c'est cette courbure qui qui est à l'origine de la force qui s'exerce. Mais ça, on ne pouvait pas le savoir à l'époque, et Newton a été vraiment remarquable de ne pas franchir ce pas. Voilà, ça c'était un point très important. On peut encore dire quand même que les points de vue sur la matière et l'espace étaient quand même très différents d'une personne à l'autre. Pour Descartes, il y avait d'abord la matière, et puis s'il y a de la matière, il y a de l'espace. Descartes n'imaginait pas que l'espace puisse exister sans présence de matière. Alors que pour Newton, il y a l'espace, et puis il peut y avoir de la matière qui se place dedans, ou non. C'est très différent. La vision d'Einstein est encore différente. Il y a l'espace-temps, qui est encore quelque chose de particulier, ce n'est pas simplement la somme du temps et de l'espace, ça nous le verrons. Il y a l'espace-temps, et puis cet espace-temps, lui, il est déformé par la présence de matière. Donc vous voyez, on a trois conceptions différentes de l'espace et de la matière. Pour Descartes, l'espace n'existe que s'il y a de la matière. Pour Newton, il y a un espace qui peut avoir ou non de la matière. Pour Einstein, il y a autre chose qui est une imbrication de l'espace et du temps, laquelle est déformée par la matière. On voit que les questions de Bentley étaient particulièrement pertinentes. Newton reconnaît qu'avant de recevoir les lettres de Bentley, il avait très peu envisagé de dériver les propriétés du monde actuel par des effets mécaniques à partir d'une matière uniformément répartie dans l'espace. Bentley est honoré en Angleterre par certaines rues ou places, etc. Et Newton avait dit « I had considered it very little before your letters put me upon it ». Voilà, j'arrive gentiment au bout. On pourrait raconter encore beaucoup d'autres choses. Ah, peut-être, oui. Comme on a encore 5 minutes, ben c'est parfait. Ce qui est on peut parler de la cosmologie newtonienne. Ce qui est très paradoxal, c'est que on peut retrouver les équations, le comportement de l'univers dans la théorie de Newton. Ce qui est extraordinaire, c'est que cela n'a été fait qu'en 1934. Donc bien après l'époque de Newton et bien après qu'Einstein l'a fait. En sens que dans le cadre de la relativité générale, les choses étaient relativement complexes et ont empêché des raisonnements assez simples de se mettre en place. Et c'est Milne et McCrea en Angleterre qui ont montré que les équations qui contrôlent la dynamique de l'univers, les fameuses équations de Friedmann qu'on pouvait dériver à partir de la relativité générale d'Einstein, eh bien qu'elles pouvaient aussi très bien s'obtenir à partir de la théorie newtonienne. Et ça montre à quel point, parce que tout ça aurait très bien pu être fait à l'époque de Newton, Newton a résolu des problèmes beaucoup plus compliqués que cela, ça démontre à quel point la vision que l'on a de l'univers, les concepts généraux que l'on peut avoir, influencent sur
sur les résultats que l'on peut obtenir. Milne et Macrae avaient appliqué la mécanique newtonienne à une petite sphère homogène et isotrope dans l'univers, et puis il a déduit, les équations. Donc, ces équations pouvaient contenir une description plus globale de l'univers, mais personne ne l'a vu avant qu'on trouve cette description par la théorie d'Einstein, ce qui est assez extraordinaire. Et là, Milne et Macrae ont eu un mérite considérable. Voilà un petit peu dans la prolongation de la théorie de Newton, de ce que l'on peut dire. Bentley avait posé beaucoup de questions à Newton. Il avait demandé, finalement, mais c'est toujours des questions très, très pertinentes. Pourquoi, finalement, si la matière se rassemble, si la matière se rassemble, pourquoi est-ce qu'elle fait, dans certains cas, des objets lumineux, puis dans d'autres cas, elle fait des objets qui sont des planètes qui n'ont guère de luminosité propre? Vous voyez, comment la matière se divise-t-elle en deux sortes? La partie destinée à composer un corps lumineux devrait se concentrer en une masse et faire le Soleil, le reste destiné à composer un... etc. Donc, il avait posé ce type de questions à Newton, et c'était tout à fait pertinent, et Newton n'avait guère de réponse. Il avait posé la même question sur l'origine du mouvement transverse des planètes. Vous voyez, il y a une subtilité. La gravitation, elle attire. Alors, tout le monde comprend bien que les planètes peuvent, si on part d'un gaz diffus, elles peuvent se rapprocher de l'astre central. Mais pourquoi est-ce qu'elles se mettent à telle hauteur juste avec la bonne vitesse? On le sait aujourd'hui dans les modèles de formation d'étoiles et de planètes. Et Bentley lui disait, une cause naturelle ne pourrait pas avoir donné juste la vitesse pour que les planètes, à une certaine distance du Soleil, se meuvent sur une orbite circulaire ou presque. En plus, il a raison, si les planètes viennent de loin, le gaz vient de loin, ça aurait dû faire une orbite très elliptique. Une orbite circulaire était quasiment impossible à comprendre. Et Newton était ennuyé. Ainsi donc, la gravité peut mettre en mouvement les planètes, mais il n'avait que la puissance divine pour expliquer ça. Mais sans la puissance divine, elle ne pourrait jamais se mettre dans un mouvement circulaire. Vous voyez, si quelque chose tombe de très loin, vous avez le Soleil ici, quelque chose tombe de très loin vers le Soleil et se met à tourner autour, c'est pas possible. Il va tomber de très loin, puis ça va repartir selon les lois de la mécanique. Et donc là, Newton invoquait, il ne l'a pas mis dans les Principia, mais il l'avait mis dans ses réponses à Bentley, qu'il ne voyait pas d'autre chose que la puissance divine. Alors ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que quand quelque chose vient de très loin, il va y avoir des collisions, des interactions multiples avec tous les objets qui se trouvent, et toutes ces interactions ont pour effet de circulariser les orbites. Mais vous voyez, il y avait toutes sortes de questions, de questions assez subtiles sur le système solaire. Pourquoi il y a des astres brillants, pourquoi d'autres pas? Pourquoi ce gaz qui tombe, ou ces objets qui tombent, se mettent à tourner en cercle? Ça, il n'y avait pas d'explication, et Newton s'en remettait à la puissance divine. Newton a un peu quitté les sciences après la publication des Principia. Il restait tout à fait central, mais il a fait une carrière politique. Il a représenté le Trinity College au Parlement britannique. En 1700, il est devenu Master of the Mint, c'est-à-dire le maître de la monnaie. Et c'est à lui que l'on doit les cannelures sur les pièces de monnaie. Vous savez, les pièces de monnaie ont des petites stries sur la tranche, sur le bord. Et ça, c'est Newton qui l'avait inventé, parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les rogneurs de monnaie. C'est-à-dire que les gens prenaient un sécateur, coupaient le bord des monnaies pour les refondre et en faire d'autres. Et ça, c'était punissable très sévèrement. Newton a d'ailleurs sévi, c'était la condamnation à mort, là. Il n'y avait pas de discussion. Et donc, Newton a été Master of the Mint pendant plus de 2 décennies.
d'ailleurs très sévère, mais très ingénieux aussi. En 1727, il est mort, il a eu des funérailles nationales, enterré à Westminster, où son tombeau figure, et a été considéré comme vraiment le génie de la science, et à juste titre. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de toutes ces questions, il est juste l'heure, et je me réjouis de répondre aux questions que vous pouvez avoir, si j'y arrive. Merci. Un grand merci, André Meder. Et maintenant, comme à l'accoutumée, une pause, petite dizaine de minutes, et nous reprenons. Mesdames, Messieurs, nous reprenons. Et André Meder, en vous écoutant, je me rendais compte, je prenais conscience à quel point la découverte de la gravitation avait profondément transformé la connaissance de notre monde et la connaissance de l'univers, ce que nous nommons aujourd'hui l'univers, et que cette découverte a eu des répercussions, pourrait-on dire, de toute évidence, en cascade. Mais alors, est-ce que vous pourriez, et je pense en particulier aux étudiants, est-ce que vous pourriez nous dire, au fond, découvrir la gravitation, comme Newton l'a fait, qu'est-ce que ça change fondamentalement par rapport à la connaissance précédente? Qu'est-ce qui fondamentalement est changé? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un avant, mais que désormais il y a un après et qu'on ne pourra plus jamais revenir sur l'avant? Eh bien, je vous remercie de cette question. Le changement entre l'avant et l'après, Newton, est énorme. Avant, on ne pouvait pas prévoir, si on lançait une balle, on pouvait prévoir son mouvement plus ou moins, mais maintenant, puisqu'on avait des équations du mouvement, vous pouvez lancer quelque chose, vous pouvez mettre en route un véhicule, vous pouvez prévoir la trajectoire d'une comète, selon des formules mathématiques précises. Donc la différence est immensissime. Non seulement avec la gravitation, mais surtout avec les trois lois de Newton, mais aussi les trois lois de mécanique. Elles sont fondamentales. Tous les moteurs, ces lois sont partout. Et on a eu, grâce aux travaux de Newton, et puis à ceux que j'ai mentionnés ensuite, avec Euler, Lagrange et Laplace, alors eux ont poussé à l'extrême la mécanique de Newton, notamment dans le ciel, de manière à ce que tout est prévisible. Et cette tendance a même été des fois un petit peu trop loin. On a dit qu'elle a favorisé le déterminisme, en quelque sorte. Si on pousse à l'extrême, certains ont dit, si on connaît l'état de l'univers à tel instant, ou l'état des planètes, on peut remonter jusqu'à l'origine en arrière grâce aux équations, etc. Et maintenant, on sait qu'on n'y arrive pas parce qu'il y a toujours de petits effets qui perturbent et puis qui, à un moment donné, font qu'on peut dériver de la solution. Mais néanmoins, je dirais, la différence fondamentale, c'est que, du point de vue mécanique, tant sur Terre que dans le ciel, la mécanique des fluides aussi, eh bien tout devient prévisible, quantitatif et numérisable. Voilà, la grosse différence, elle est, à mon avis, essentielle. Alors, je m'aperçois, j'avais oublié que la caméra nous regarde, que nous ne sommes pas seuls dans cette salle, mais qu'il y a là-bas 150 personnes qui sont en train de nous regarder. Et soudain, je me suis rappelé qu'on s'est écarté. Alors, on va bien rester ici, autour du pupitre. La deuxième chose qui m'a frappé, c'est que Newton introduit aussi en théologie, alors ce qui m'a... Introduit, pardon. Introduit aussi en théologie, dans
le champ religieux, il a introduit la notion du Dieu horloger. Moi-même, quand je faisais mes études, j'étais étonné d'apprendre que Newton, non seulement est le grand physicien que l'on connaît, qui a tant inspiré la philosophie d'Emmanuel Kant, mais il est aussi un théologien qui a beaucoup écrit en théologie, mais qui n'a pas publié pour ne pas encourir les foudres d'une église qui l'aurait empêché, l'église anglicane en l'occurrence, qui l'aurait empêché de continuer ses études. C'était arrivé à d'autres collègues. Alors il a tout gardé, on va dire, dans son bureau, dans les tiroirs, et c'est seulement bien après que ces papiers ont été découverts et diffusés, mais il a lancé dans la circulation, tout de suite, la notion du Dieu horloger qui aura une très grande importance. Elle aura une très grande importance parce que, en même temps qu'elle maintient la présence du religieux en science, au sens où on comprend le monde à partir d'un concepteur. Quand on voit une machine, si vous le montriez dans un slide, si magnifiquement organisée, on ne peut pas penser qu'il n'y ait pas un créateur. Et en même temps, elle perturbait la théologie dans la mesure où un Dieu qui est horloger et qui conçoit son horloge, ensuite, il n'a plus vraiment de raison d'intervenir. Et pourtant, il semble maintenir la notion de providence. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de la relation entre sa conception de Dieu et les lois qu'il découvre, de la loi de la gravitation, l'ensemble, la loi de l'organisation du cosmos? Alors, il y a la conception de Newton qui est une chose, mais la conception de Laplace en est une autre. Et il y a probablement autant de conceptions que de courants ou de scientifiques. Newton, il n'y a aucun doute, avait une vision du grand horloger. Comme vous l'avez dit, j'ai cité cette phrase dans le texte. Il disait « L'étude de ces mouvements me montre que celui qui a mis ça au point doit être très doué en géométrie et en mathématiques. » Donc ça, c'était sa vision. Si je prends celle de Laplace, qui avait décrit après, sur la base des principes newtoniens, avait décrit en détail le système solaire. Vous savez, par exemple, le mouvement détaillé de la Lune, ou le même mouvement, ne serait-ce que celui de la Terre autour du Soleil, c'est beaucoup plus complexe qu'une simple ellipse, etc. Il y a un très grand nombre d'interactions mutuelles entre les objets, et il a pris tout ça en compte. Et lui avait répondu à Napoléon, comme je l'ai mentionné, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. Donc là, je dirais que le point de vue que l'on a sur ces questions-là est déterminé par le background philosophique de la personne ou son point de vue religieux. On peut très bien avoir des bons scientifiques qui seront religieux et puis des bons scientifiques qui seront athées. Et alors, Laplace intervient environ un siècle après Newton. On est là, fin 18e, début 19e. Mais est-ce que Laplace pensait une origine du monde? Je me suis demandé, et ça je vous avoue que je parle en candide, quand Laplace pense un déterminisme radical dans un univers infini, est-ce qu'il pense un univers qui se recompose constamment selon des lois déterminées, ou est-ce qu'il pense une racine du monde? Oui, alors ça, je ne saurais le dire. Je pense qu'à toute époque, il y a eu des scientifiques dans l'éthique qui avaient une vision d'une intervention divine, et puis d'autres qui avait une vision purement mécanique de l'univers. Typiquement, Lucrèce, c'est un exemple, c'est un philosophe épicurien. Dans le courant épicurien, lui rejetait totalement
l'idée de la présence divine. D'ailleurs, le courant épicurien aussi imaginait des autres mondes habités, alors que pour le courant religieux, en tout cas au Moyen-Âge et à l'époque de Giordano Bruno, c'était inacceptable. Donc ces visions ont toujours cohabité et ont dépendu des personnes, mais je pense qu'à toute époque, on a eu une vision purement mécanique de l'univers. Les lois sont là, pourquoi elles sont là, on n'en sait rien. Peut-être que certains concepts pourraient les éclairer. Et puis oui, il y avait déjà le concept de hasard, au fond. Avec les épicuriens, le clinamen, l'accident, qui fait que des atomes se rencontrent, forment des corps, mais le hasard, en fait. Et ça, c'est très étonnant, je pense, pour notre public, de penser qu'il y avait déjà des pensées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est habitué à l'idée que peut-être que tout se fait par hasard et nécessité. Or, effectivement, vous faites vraiment bien de nous rappeler qu'avec les épicuriens, on a une hypothèse, une position scientifique qui est celle que s'il y a quelque chose d'organisé, c'est par un hasard initial, un accident, un clinamen. C'est-à-dire que les atomes, alors la théorie épicurienne, c'est que les atomes tombent tous dans le vide, parallèlement les uns aux autres, puis à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, il y en a un qui fait une légère déclinaison, et tout commence. Mais là, tout commence, vous avez bien compris, sans Dieu, sans intervention divine. Donc vous avez... ce que vous dites là est très éclairant. Et il en va de même pour l'origine de la vie. L'origine de la vie, actuellement, on pense que certaines réactions chimiques ont été favorisées, notamment dans des cheminées volcaniques sous-marines, qui ont des conditions très favorables, avec un léger déséquilibre, qui fait que tel type d'atome et de molécules peut se former et construire des édifices moléculaires intéressants. Donc ça, c'est la vision mécanique et que la science, qui est celle de la science principalement, qui cherche à expliquer tous ces phénomènes-là, y compris l'origine de la vie. Tout à fait. Et d'ailleurs, à propos de l'univers fini et de l'univers infini, là aussi, il y a quelque chose qui est très frappant et qui m'interpellait dans votre exposé. C'est-à-dire, au fond, si on pose un univers infini, réglé selon des lois perpétuelles, et qui n'a pas besoin de commencer parce qu'il a toujours déjà été là, eh bien, il y a une voie qui, alors, se passe totalement d'un Dieu transcendant et qui manifeste sa puissance infinie et sa perfection en créant, parce qu'il le veut, un monde dans lequel il y aura des créatures avec lesquelles il entrera en relation. Eh bien, l'idée d'un univers infini, organisé selon des lois parfaites et qui n'a pas besoin de commencer, est elle-même religieuse indirectement, du moins elle peut l'être. C'est-à-dire que tout simplement, alors là on trouve la pensée de Spinoza, Dieu c'est la nature c'est Dieu. La perfection d'un univers qui n'a pas commencé et ne finira pas précisément parce qu'il est parfait, dans son organisation, dans les lois qui le structurent, eh bien c'est la divinité même. Mais alors évidemment, on comprend le clash magistral. Alors à l'époque, on est vraiment à l'époque, ce qui est fabuleux, c'est qu'on est à l'époque de Newton, à ce moment-là, le clash magistral entre les positions chrétiennes qui impliquent une transcendance et donc la perspective de création du monde, l'univers est une création de Dieu, et ceux qui disent il n'a pas besoin d'être créé, il est lui-même parfait. Bon, ben là, la conciliation est absolument impossible. Et sans doute, alors là, je pense que de ce point de vue-là, tout ce que vous nous avez dit montre que Newton ne se situait pas dans cette perspective-là. C'est-à-dire qu'il avait besoin de penser une racine du monde qu'il contemplait, et surtout, ce qui est étonnant, c'est qu'il le réintroduit. Alors, il ne se contente pas de dire, parce que le Dieu horloger, il est dehors, il l'a conçu, mais il le réintroduit dedans avec la gravitation dont on ne sait pas la cause.
Voilà, tout à fait. On reverra aussi ce problème rebondir avec Einstein, qui avait la vision, on en reparlera la semaine prochaine, mais qui avait la vision d'un univers statique, homogène, sans naissance, sans fin, qui s'est opposé à des visions, notamment de Lemaitre et de Friedman, qui, eux, voyaient une origine à l'univers. Et déjà rien que l'idée d'une origine était insupportable pour Einstein, n'est-ce pas? Donc il y a je dirais, c'est essentiellement des biais personnels. Des espèces de choix fondamentaux. Voilà. D'ailleurs, c'est pas pour rien sans doute qu'on a dit d'Einstein qu'il était spinozien, voilà, d'esprit. Merci. Ah non, c'est vous, il faut remercier. Et d'ailleurs, ça n'est pas fini. Avant de passer, d'ouvrir vers le public, j'aurais encore une question. Alors, là, une question qui laisse de côté les considérations spirituelles et théologiques, mais une question relativement à l'éther. À l'éther. Et est-ce que vous pourriez nous dire un peu, parce que j'ai toujours été frappé du fait que Newton reprenne une doctrine qui a été posée pour la première fois par Aristote. On l'avait très vaguement évoqué lorsqu'on a vu la séance sur les cosmologies grecques, Platon-Aristote. On avait laissé de côté Épicure, Platon-Aristote. Et il a posé la notion d'éther en disant qu'au-delà des éléments feu, air, eau, terre, il fallait penser un cinquième élément qui fait une sorte de cohésion, qui est une matière, semble-t-il, si je vois bien, extrêmement subtile. Mais, et j'avais appris jadis que Newton avait voulu maintenir à toute force la notion d'éther. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots à ce sujet? Je dirais l'éther aurait, me semble-t-il, davantage été présent sous certaines formes dans la théorie de Descartes, avec ces tourbillons qui sont responsables du mouvement global. Il en parle peu. Hein. Vous avez vu, qu'est-ce qui fait qu'il y a une gravitation? Est-ce que c'est un éther qui porte, etc. Il ne s'est jamais aventuré. Et c'est assez étonnant sur un point qui était aussi essentiel, et d'ailleurs on le critique. Il avait passablement de critiques qui provenaient de ce qu'il ne pouvait pas décrire, pourquoi il y avait une action à distance. Il était incapable de le dire, mais il n'a jamais voulu franchir le pas, en tout cas dans les réponses à Bentley, etc. Il ne s'est pas mouillé sur le rôle d'un éther. Il me semble que c'est venu quand même plus tard, et puis il a été démoli après avec l'expérience de Michelson dans les années 1870-1880, qui a montré qu'il n'y avait pas une substance dans le vide qui, en quelque sorte, portait la lumière, portait les ondes électromagnétiques, etc. Et ça, il me semble, enfin, moi, ce que j'ai lu de Newton, il n'avait, même dans la théorie des couleurs, quand il a étudié, il avait décomposé la lumière du soleil par un prisme, il avait vu un magnifique arc-en-ciel, puis après, il s'est dit, mais est-ce que dans l'autre sens ça marche? Il avait remis un prisme pour refaire une lumière blanche. Il ne s'est pas aventuré, me semble-t-il, beaucoup sur le sujet d'un milieu porteur de la lumière ou d'autre chose, ou de la gravitation. Il me semble qu'il a été étonnamment prudent. Rarement un scientifique qui fait une découverte pareille fait ensuite aussi peu d'hypothèses particulières pour expliquer l'origine du mécanisme qu'il a trouvé. Tout à fait. Et on pourrait dire même que ça contribue, enfin, ça exprime l'esprit scientifique le plus radicalement. Oui, c'est tout à fait remarquable. C'est le moment d'ouvrir les questions à l'ensemble de la salle. Est-ce qu'une question se présente? Oui.
Merci monsieur et merci encore une fois pour cette soirée si intéressante une nouvelle fois. Est-ce que monsieur Meder, vous pourriez peut-être, si vous êtes d'accord, nous réexpliquer par quel heureux hasard... Ça résonne, je ne comprends pas bien. Attendez, bien... Oui. Oui, pardon. Voilà, merci. Est-ce que vous pourriez peut-être, si vous êtes d'accord, consacrer une minute pour nous réexpliquer par quel heureux phénomène les planètes ou les astres qui tournent autour d'un autre se trouvent être justement à la bonne distance, à la bonne vitesse et à la bonne masse pour ne pas s'échapper au loin ou au contraire tomber sur l'astre duquel ils tournent. Ah ben, comment écoutez, se fait cette sélection? Tout à fait. Donc la question est de savoir pourquoi les astres se trouvent, c'est la question très proche de celle de Bentley, se trouvent juste à la bonne distance, avec la bonne vitesse, elles ne vont pas s'échapper ni dans un sens ni dans l'autre. Alors, c'est assez simple. Supposons qu'on prenne la Terre et puis qu'on la pousse un petit peu en direction de l'orbite de Mars. Qu'est-ce qui se passerait? Elle reviendrait à sa position parce que sa vitesse ne serait plus celle correspondant à un équilibre. Vous pouvez avoir un objet en rotation circulaire stable à une certaine distance. Si maintenant vous le rapprochez davantage, eh bien, sa quantité de rotation ne sera pas la même et il va se restaurer. Ses orbites sont stables et si je tirais la Terre vers l'intérieur, avec la rotation qu'elle a maintenant, elle n'irait pas assez vite, donc elle repartirait en arrière. On pourrait faire une mécanique, vous avez l'objet qui tourne, etc. Vous le déplacez, si vous le déplacez vers l'extérieur, il va tourner trop vite et il va tourner trop vite pour être en équilibre. Et donc, à ce moment-là, il va revenir à sa place. Le gros problème, c'était quand on les amenait, qu'on amène la matière depuis l'extérieur, alors là, il fallait circulariser les orbites, et ça, c'est des collisions multiples qui vont permettre de circulariser l'orbite. Il va y avoir une collision avec un objet, il va y avoir une collision avec un autre, une interaction forte, etc. Et la somme de toutes ces interactions va, en quelque sorte, ralentir la chute et réduire la vitesse transversale. Et l'objet, la planète, va s'arrêter au moment où sa rotation, où son mouvement transverse correspond à une situation d'équilibre. Les planètes sont sur un équilibre. Si on les tirait en dehors, elles reviendraient et elles repartiraient. Comme si on avait un élastique qui nous obligeait à être là pour être dans une situation d'équilibre. Merci. Pierre Gilloire, en direct, qui pilote tout cela de loin, mais qui est là, me rappelle qu'on ne nous voit pas au moment des questions. Donc, restons au maximum près du pupitre. Alors, une autre question, oui. Merci pour la présentation. Est-ce que la question délicate qui était posée à Newton et ensuite à Laplace et ensuite à Poincaré n'est pas celle de la stabilité à long terme du système solaire? Donc, pour Newton, il suppose plus ou moins explicitement une intervention divine pour stabiliser le système solaire, puisqu'il y a des interactions très complexes entre les planètes, entre le mouvement des planètes, des attractions, dont il est difficile de prévoir l'avenir. Donc il suppose qu'il faut que quelqu'un, de temps en temps, vienne avec un hypothétique intervenant qui vienne avec un tournevis régler les vitesses,
elle est position. Bon, ok, on n'explique pas son existence, mais enfin, peu importe. Et ensuite, Laplace trouve le moyen de stabiliser automatiquement le système. Et puis ensuite, il y a encore un nouveau perturbateur qui s'appelle Poincaré, qui, après avoir reçu un prix pour avoir démontré intrinsèquement que le système solaire est stable, publie au bout d'un certain temps, comme le feu du canon, une théorie montrant que le système est finalement instable, et il est à l'origine de la théorie du chaos déterministe. Voilà. Donc chaque fois on oscille entre différentes versions de la stabilité intrinsèque du système solaire, et qui justifie très très mal l'existence d'un horloger qui vient régler les horloges. Voilà, oui, tout à fait. Alors, il ne faut pas tomber ni dans l'extrême, dans un extrême, ni dans l'autre, en ce sens que les lois de la mécanique sont telles qu'en principe, le mouvement peut être prédit, ça c'est clair. Mais il y a un grand nombre de tout petits effets. Il peut passer un astéroïde, il peut passer une comète qui attire, etc. Il y a des toutes petites perturbations qui ne sont pas prises en compte et qu'on ne peut pas prévoir, l'arrivée d'une comète, etc. Donc, après un temps assez long, ou même très long, je dirais pour le système solaire d'au moins 100 millions d'années ou 200 millions d'années, eh bien là, la somme de ces petits effets fait que la prévision basée sur les équations de base, eh bien, n'est plus suffisante pour prévoir l'effet. Donc, je dirais que c'est parfaitement déterministe sur un certain bout, et puis après, les innombrables petits effets, j'ai mentionné astéroïdes, etc., et d'autres effets, on peut avoir une grande éruption volcanique qui donne un petit mouvement à la Terre, etc. La somme de tous ces petits effets fait que c'est plus déterministe. Mais donc les deux sont vrais. À court terme, c'est une horloge parfaite. Et puis, petit à petit, il y a des tout petits effets qui font qu'on ne peut plus prévoir. Je dirais les deux points de vue sont valables. C'est simplement sur l'échelle de temps que l'on considère. À un demi-milliard d'années, ou à 1 milliard d'années, on ne peut pas prévoir où seront les planètes. C'est impossible, parce que la somme de ces petits effets est telle qu'elle est aussi grande que l'effet principal, à un moment donné. Je crois que il y a un qui a tort, l'autre qui a raison, ça dépend de quelles échelles de temps l'on considère. Voilà. Du point de vue théologique, ce que vous disiez, vous rappeliez quelque chose de significatif, c'est et qui a été critiqué par les théologiens eux-mêmes, c'est-à-dire l'usage qu'on a fait pendant des siècles de ce que le théologien Dietrich Bonhoeffer, un des plus grands théologiens du XXe siècle, c'est un luthérien allemand, appelait le Dieu bouche-trou. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on avait une ignorance forte, on se rabattait sur « Ah ben ça doit être l'œuvre de Dieu ». Et puis, évidemment, ce dont on s'aperçoit, c'est que plus on avance, plus Dieu fuit dans les mains, fuit devant le regard qui s'agrandit. Petit à petit, on gagne du terrain, et les hypothèses pour lesquelles on disait là, on ne sait pas, ça doit être Dieu, elles s'éclipsent. Et donc, Bonhoeffer disait que c'était de bonne théologie, de critique théologique, de surtout démasquer le Dieu bouche-trou, parce qu'il disait que ce sera toujours une mauvaise raison de se rapporter à Dieu. Donc je voulais dire cela simplement en passant. En d'autres termes, ça veut dire qu'il y a d'autres raisons de croire en Dieu que les raisons liées à l'équilibre ou l'ordre du monde. Mais évidemment, ça supposait de changer aussi les paramètres de la conception que l'on a de la providence et de ce que peut signifier. En fait, il y a une grande critique de la notion classique de providence
dans les siècles modernes en même temps. C'est-à-dire, vous voyez, c'est amusant parce que c'est vrai des deux côtés comme les deux faces d'une pièce. C'est-à-dire que la science a critiqué la théologie, mais la théologie a aussi bien pu critiquer un certain usage que la science a dû faire pendant longtemps de Dieu. Bonjour. Vous avez parlé de l'aplatissement de la Terre et ma question est du fait qu'une planète, la Terre par exemple, tourne de manière perpétuelle sur elle-même autour d'un système du Soleil ou d'un autre système solaire, est-ce qu'il pourrait y avoir un phénomène d'usure de la masse? Pardon. Est-ce que la masse de la Terre ou d'une autre planète peut s'user, entre guillemets, c'est-à-dire perdre une partie de son poids, ce qui entraînerait un changement de son orbite? Voilà. Non, disons, la masse des planètes, actuellement, dans un système solaire qui a 4 milliards et demi d'années, est constante. Mais les planètes se sont formées par accumulation de matière. Au début, vous aviez le Soleil central, et puis vous aviez du gaz. Et petit à petit, il y a eu des petites zones où la densité était plus forte. Ces zones ont attiré de la matière, et donc ces planètes ont grandi. Donc, dans le début de leur évolution, elles n'étaient pas à masse constante, elles ont eu des masses. Et sur Terre, il tombe encore... pardon. Voilà. Et donc, progressivement, le système solaire a été de mieux en mieux balayé. Et donc, cette accumulation, cette accrétion de matière sur les planètes a diminué. Actuellement, là, il tombe, qu'est-ce qui tombe 80 tonnes de poussière par jour ou quelque chose comme ça sur Terre. Ça ne change pas beaucoup la masse. Mais dans les premières époques de la vie du système solaire, ces masses ont grandi. La Terre s'est formée par accumulation de matière et nos sols, à l'origine, sont fabriqués, sont faits de météorites, tout est venu du ciel, n'est-ce pas? Et donc là, la masse a changé, mais actuellement, elle est essentiellement constante. Oui, Georges Ménet rappelait la soirée inaugurale du programme le 20 avril que le mot d'Hubert Reeves, nous sommes des poussières d'étoiles, qu'il avait lui-même emprunté à un poète. Voilà, oui. Alors, il l'entendait dans le sens de l'origine des éléments chimiques, les éléments qui nous forment, le carbone, l'oxygène, le calcium, etc., ont été formés au cœur des étoiles et sont arrivés par les météorites. Bonjour, moi j'avais une question par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, que si on pousse la Terre vers le... Attendez, je me permets de me rapprocher pour bien entendre la question. Oui, vous disiez que si on poussait la Terre vers Mars, elle reviendrait à sa place pour rester en équilibre. J'imagine que vous parliez pour maintenir l'équilibre du système. Et donc, je me demandais pourquoi est-ce que dans l'univers, comment on explique actuellement en physique qu'on ait des régions de l'univers qui s'organisent en système? En gros, pourquoi est-ce qu'on a des régions dans l'univers qui s'organisent en système? Oui, ou tout ordre des galaxies. Comment les galaxies se sont formées? Non, pourquoi on a des systèmes qui se forment dans l'univers? Pourquoi des systèmes se forment dans l'univers? Qu'est-ce qui sous-tend la formation d'un système dans l'univers? Ah, d'accord. Eh bien, c'est précisément la gravitation. Vous aurez imaginé qu'ici, dans l'espace, il y a une zone où la densité est un peu plus forte. Alors des particules vont arriver comme ça,
certaines vont tomber et apporter un mouvement de rotation, etc. Et plus cette structure va grandir en masse, plus elle va attirer de la masse. Et donc, les galaxies, par exemple, on a l'exemple pour notre galaxie, elle est entourée de toutes petites galaxies, beaucoup plus petites, des masses 1% de la masse de la galaxie, par exemple. Eh bien, notre galaxie en a déjà avalé une très grande quantité. Elle continue, on voit des petites galaxies qui sont en train de nous tomber dessus. Et donc, ce système d'accrétion, de formation de systèmes par capture gravifique de systèmes extérieurs, ça s'applique aussi bien aux amas de galaxies qu'aux galaxies, qu'aux étoiles et aux planètes. Et donc, cette croissance, dans le cas des galaxies, est importante. Notre galaxie, par exemple, elle a 2 galaxies satellites, le grand nuage de Magellan et le petit nuage de Magellan, qui sont observables dans l'hémisphère sud. Eh bien, d'ici quelques milliards d'années, ces 2 galaxies vont fusionner avec la nôtre. Donc, ce processus de croissance par gravitation, il a existé et il se poursuit encore, même pour les galaxies. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, plus ou moins. Merci. Pourriez-vous dire quelques mots sur la polémique entre Leibniz et Newton? Entre Leibniz et Newton. Ah oui, d'accord. Donc, il y a eu Newton a inventé le calcul différentiel intégral, et puis Leibniz aussi, et les deux se sont effectivement, ces 2 grands savants se sont disputés. Newton ne s'est pas tellement disputé lui-même, c'est plutôt ses collaborateurs qui l'ont défendu. Non? Oui, aussi. Il présidait la commission chargée de départager les disputes entre Newton et Leibniz. Voilà. Oui, ce n'était pas tout à fait objectif. Et de savoir qui avait inventé le calcul différentiel intégral, je pense que les 2 ont contribué de manière importante. Je pense que Leibniz a plus contribué sur la question des notations, parce qu'on utilise vraiment la notation de différentiel, etc. Et c'est Leibniz qui les a mis au point. Mais les concepts le calcul différentiel intégral, à la base, c'est de calculer la dérivée d'une courbe et puis aussi de calculer la surface sous une courbe, etc. Et Newton était parti par une approche beaucoup plus géométrique sur le problème. Mais je pense que les 2 ont essentiellement contribué. Il y a eu une querelle qui a duré assez longtemps. Vous nous avez d'ailleurs montré dans votre exposé que les querelles de scientifiques peuvent être aussi terribles que les querelles de religieux qui choquent parfois la conscience commune. Enfin bref, tous sont des êtres humains. J'en profite pour poser ces questions de géométrie qu'on n'a jamais l'occasion de poser. Mais à propos de Newton, comment est-ce qu'il rend compte du fait que les planètes qui tournent autour du Soleil, à part Uranus qu'il ne connaît pas, sont toutes à peu près dans le même, sur un plan? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de lois physiques pour lui, ou alors au contraire d'une première impulsion initiale d'un créateur? Parce que ces planètes pourraient, même avec les lois de Kepler, tourner, d'abord pas forcément toutes dans le même sens, et puis certaines pourraient aller ici, d'autres verticalement, mais il se trouve qu'elles sont toutes à peu près dans le même axe. Oui. Alors ça, c'est une question effectivement très, très intéressante, en ce sens que, avant d'être planète, la matière est sous forme de gaz. Et ce gaz,
Si vous imaginez un grand système qui se contracte, la résultante de toutes les forces extérieures n'est pas nécessairement nulle. Il y a un mouvement de rotation globale qui va s'installer. Et donc, la contraction peut se faire beaucoup plus facilement au niveau du gaz, selon l'axe polaire, que selon l'équateur, où vous avez la force centrifuge qui va s'opposer. Donc, au début, on a la formation d'un disque gazeux dans lequel les planètes vont se former et donc, essentiellement, vont rester plus ou moins dans ce plan. Mais la fabrication du système plan, l'écliptique, comme on l'appelle, eh bien, elle se fait essentiellement dans une phase très précoce de formation du système solaire, où la matière est sous forme de gaz. Qui, elle, alors, on voit d'ailleurs, on a des images de disques protoplanétaires avec des structures circulaires très très bien visibles qui se forment dans le gaz. Et alors après, quand les planètes se forment, ben, elles vont rester la plupart du temps dans ce plan. Mais ce n'est pas toujours le cas. Le groupe des exoplanètes de l'Observatoire vient de trouver une planète où il y a un système solaire, disons, un système planétaire, où il y a des planètes qui ont des orbites qui sont un peu n'importe comment. Ça existe aussi. Puis alors là, comment est-ce qu'on l'explique dans ces cas-là? C'est vraisemblablement suite à une interaction forte entre deux systèmes planétaires, par exemple, qui aura perturbé un de ces systèmes plans. Mais notre système est essentiellement plan. Oui, merci pour tout ça. Je suis peut-être un peu béotien, mais comment explique-t-on l'éloignement des galaxies les unes des autres alors que Newton a basé ses études sur la gravitation? Pouvez-vous répéter la question que j'ai bien compris? On parle de gravitation, d'accord? Comment expliquer alors que les galaxies s'éloignent les unes des autres? C'est en contradiction avec la loi de la gravitation, à quelque part. Comment expliquer que les galaxies s'éloignent les unes des autres? À l'échelle de l'univers, vous entendez? À l'échelle de l'univers, bien sûr. Alors, vous avez fort à faire avec moi. Hein. Oui, alors, ça c'est la question de l'expansion de l'univers. Ça, ce mouvement d'expansion, il résulte de l'explosion initiale du Big Bang, qui a, disons, provoqué un agrandissement, une explosion de l'espace dans lequel se trouvent les galaxies. Mais la gravitation, elle est présente dans les modèles de Friedman, par exemple. On a tout du long une opposition entre le mouvement d'expansion qui se produit et la gravitation propre du système. Et on a, par exemple, si l'ensemble de la masse des galaxies était très important, cette expansion aurait pu s'arrêter et on aurait pu terminer par un Big Crunch, un Big Bang inverse en quelque sorte. Et puis si la densité est faible, eh bien l'expansion était destinée à se poursuivre. La grande découverte qui a été faite, si on veut mettre une date, ce sera 1998, par les Américains, c'est de montrer que cette expansion, elle n'était pas freinée, le freinage il est certainement présent, mais il est dominé par un mouvement d'accélération. Les galaxies s'éloignent les unes des autres. Le freinage est certainement présent, mais le résultat que l'on observe, c'est que l'expansion s'accélère. Donc il y a une force, c'est ce qu'on appelle l'énergie noire, qui est vraisemblablement présente et qui favorise une accélération de l'expansion. Mais on n'a pas compris encore la nature de cette énergie noire.
Mais l'interaction gravifique entre les galaxies, elle est là, et nécessairement, elle freine le mouvement. Mais ce n'est pas ça qui domine. Merci pour votre question. Alors, une ultime question à laquelle je ne résiste pas parce que vous avez introduit aujourd'hui dans notre exposé une idée fondamentale, pas seulement la gravitation, mais aussi une idée qui jusqu'à présent n'avait pas été considérée directement. La notion d'infini, qui est vraiment pour le XVIIe siècle une découverte extraordinaire et qui conduit même à une révolution de pensée. Parce que penser l'infini, c'est penser l'absolument sans limite. Ça ne se représente pas. Alors, de ce point de vue, d'ailleurs, il est frappant de voir que Descartes, dont vous avez rappelé qu'il pensait l'espace comme constitué à partir de la matière, des choses. Espace qu'il appelait d'ailleurs, le nom qu'il lui donnait, c'est res extensa, chose étendue. Tout comme il y a une chose, une res cogitans, une chose pensante, il y a une chose étendue. Mais du coup, Descartes était amené à ne pas dire que l'univers est infini. Parce que quand vous posez l'univers comme une succession de réalités matérielles, vous pouvez toujours ajouter plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Donc il disait, c'est indéfini. L'univers, il avait fait la distinction conceptuelle entre l'indéfini et l'infini, qui est essentiellement objet de pensée. Alors avec Newton, ça change, puisqu'il y a l'idée d'un espace pur, cadre, qui permet d'intégrer dans la réalité qu'on appelle matérielle, dans la réalité cosmologique, la notion d'infini. Mais pouvez-vous nous dire, par rapport, pour nous tous et pour moi-même, vous avez dit, au fond, les infinis ne s'annulent pas. Pouvez-vous préciser, on ne peut pas dire un infini moins un infini égale 0, pouvez-vous préciser un petit peu ce que vous entendez, ce que vous entendiez par là? Alors, prenez par exemple un rapport 1 sur x. Si x tend vers 0, ça va vous donner l'infini. Maintenant, prenez un rapport 1 sur x carré. Faites x tendre vers 0, ça vous donnera aussi un infini, mais ce n'est pas le même. Si vous divisez l'un par l'autre, si vous divisez 1 sur x carré par 1 sur x, les deux temps, ces deux infinis, ça fera x tendant vers 0, vous aurez infini sur infini, mais le résultat, là, ça sera l'infini. Dans ce cas-là, vous aurez infini divisé par infini égale l'infini. Toujours l'infini. Donc, il faut vraiment se méfier. Si on a l'infini, qu'on le divise, qu'on le multiplie, c'est tout un monde, les infinis. un monde nouveau. Oui. J'essayais d'expliquer ça à mon petit-fils. Il me disait, je fais le calcul, infini moins l'infini, ça fait 0. C'est pas tout à fait ça. Le sujet est un peu plus riche. Ouais. C'est assez extraordinaire. C'est un objet de pensée tout à fait singulier qui est introduit au XVIIe siècle et qui est tout à fait, en fait, aussi fascinant. Vous vous rappelez les Grecs, l'infini, on ne le pensait pas, on pensait la perfection, l'immutabilité et ce qui imitait le mieux la perfection, c'était la circularité parce qu'elle ne s'arrête jamais. Alors, il y a quelque chose de proche de la perfection du même. Mais les Grecs ne pensaient pas l'idée d'infini telle que nous la pensons. Ça fait bien des révolutions. Merci André Médère de nous avoir conduits à travers la révolution newtonienne et nous vous retrouvons la semaine prochaine, cette fois à propos de la relativité générale. Donc, nous nous retrouverons ici et merci à vous. Bonne soirée. Merci encore, André Médère. Merci à vous. Merci.